regardez là-haut. C'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est le bug de l'an 2000. Eh oui, citoyens. Très bientôt, nous allons changer de millénaire. Et un vilain crash va toucher l'informatique du monde entier. Et toute l'électronique va devenir complètement zinzin. Imaginez que votre beeper se mette à envoyer sans cesse des messages. Imaginez une armée de Nokia qui sèmerait la terreur dans les rues. Imaginez des Game Boy qui hackent toutes les communications mondiales. Imaginez des hordes de Furby et de Tamagotchi qui trempent votre bambin dans son sommeil. Mais ne vous en faites pas, citoyens, car Captain Reboot est là. Avec mon logiciel miracle Robodator 2000+, il n'y aura plus aucun souci. Une simple installation de 5 heures sur votre poste de travail, et tout simplement 5 millions de dollars à l'unité. Une véritable affaire. Mais surtout, n'attendez pas, citoyens. Les stocks sont limités. Et rien n'est trop cher pour la sécurité. N'est-ce pas ? Si vous traînez un peu dans le petit monde des comics depuis quelques moments, vous avez normalement entendu parler de Stuart Immonen, qui est un dessinateur assez connu, notamment pour son travail chez Marvel Comics sur des titres comme Ultimate Spider-Man, Les 4 Fantastiques, Thor ou encore Captain America. Mais avant cela, et c'est un peu moins connu, le bonhomme a aussi œuvré en tant que scénariste, et même en tant que scénariste qui dessine ses propres œuvres. Un genre d'artiste qui va donc normalement éviter toute erreur de mauvaise compréhension entre scénaristes et dessinateurs qui sont parfois à l'origine de graves erreurs qui vont impacter l'œuvre finale. Un genre d'artiste aussi que les compagnies de comics américaines n'aiment pas vraiment, car les maisons d'édition aiment bien pouvoir faire appel à un autre dessinateur ou scénariste le temps de quelques numéros en cas de retard ou maladie quelconque, et il est bien dur de remplacer quelqu'un si le scénariste et le dessinateur sont une seule et même personne. Les grandes maisons d'édition laissent vraiment de moins en moins exister ce genre de projet piloté par une seule et même personne, et c'est sans doute pour cette raison que Stuart Immonen s'est concentré par la suite sur son activité de dessinateur. S'il y a un titre mainstream où Immonen est resté, il s'agit bien de Superman, où il est resté pendant 5 à 6 ans, mine de rien. Pendant cette période, l'univers de l'Homme d'Acier a connu quelques bouleversements. Le plus marquant, pour le récit qui nous intéresse aujourd'hui, est le fait que Lex Luthor s'est marié avec la comtesse Del Portenza, une immortelle aux motivations ambiguës, et cette union a donné une petite fille, Lena Luthor. Et Luthor s'est révélé être un papa gâteau et orchestré une fausse mort pour la comtesse, afin de pouvoir garder sa fille légalement. Bien sûr, la comtesse n'est pas morte, elle est immortelle, mais le monde la croit morte, et forcément, légalement, elle n'a plus de droit sur sa fille, et cherche un moyen pour la récupérer. Stuart Immonen, de son côté, sait qu'il va quitter DC Comics, où il est resté un bon moment, afin de se renouveler créativement. Il souhaite faire un projet bouclant certaines intrigues qu'il a laissées en plan, dont notamment cette comtesse immortelle et la question de la descendance de Luthor et de qui va se charger de son éducation. Preuve en est la présence de beaucoup de flashbacks sur le passé de la comtesse, se situant en passage entre le 19e et le 20e siècle, où nous assistons au dessin d'un autre enfant de la comtesse. D'ailleurs, vous avez peut-être noté que j'ai très peu parlé de Superman dans ce résumé. Peut-être parce qu'à part le voir enquêter de temps en temps avec Lois et se ramener pour tapasser des êtres bien puissants à quelques moments, il est clair que l'histoire est centrée sur Lex Luthor. On parle ici de sa femme, de son beau-fils et de sa fille, et c'est le cœur de l'histoire. Pourtant, l'histoire s'intitule Superman, fin de siècle, et chaque résumé nous parle de comment Superman va passer le cap du nouveau millénaire. Même en France, c'est le thème qui a été choisi pour le marketing. Alors que franchement, l'an 2000, on s'en bat les steaks dans cette histoire. À part voir vite fait le décompte à la fin de l'histoire, et encore ça sort de nulle part et ça a plutôt tendance à confondre un peu le lecteur, pour pas grand chose. Très franchement, ça sent le truc rajouté justement pour faire du marketing. Mais Immonen, on sent bien que ça le saoule un peu d'en parler en fait. À un tel point que sur la couverture, Immonen préfère lui donner un petit côté rétro, plutôt qu'à quelque chose qui vibrerait sur la vibe de l'an 2000. D'ailleurs, tant qu'on parle vite fait des couvertures et du marketing, la couverture de la version française utilisée dans les pubs et tout ne vient pas du tout de cette histoire. Pourquoi pas après tout, tant qu'à faire de la publicité mensongère, autant y aller à fond après tout.
Bon, après avoir descendu ce comics du point de vue marketing, il est quand même temps de dire un peu de bien de l'histoire en elle-même, parce que... elle possède quand même des bons points. Une fois qu'on fait abstraction de toutes ces histoires de marketing bidon sur l'an 2000 et d'histoires qui n'est pas centrée sur Superman mais sur Lex Luthor. Luthor a donc fait croire au monde que sa femme est morte. Mais la comtesse éternelle ne l'est pas. Elle tente de faire chanter Luthor pour récupérer la garde de sa fille, en faisant brûler des entreprises LexCorp par exemple. La Némésis chauve cherche donc à trouver quelque chose pour se protéger de sa femme, et effectue donc des recherches archéologiques sur une expédition auquel son ancienne compagne avait pris part il y a de cela un siècle. Une expédition qui aurait un rapport avec un autre des enfants de la comtesse immortelle. Et là-dedans, on a foutu de façon un peu maladroite Lois Lane et Superman. L'histoire peut être découpée en deux parties. Les parties dans le présent, assez classiques dans nos représentations, et les parties dans le passé, qui sont des flashbacks de la vie de la comtesse au XVIIIe et XIXe siècle, des parties dans le passé qui sont réalisées à l'aquarelle dans un ton sépia qui, il faut bien l'avouer, est magnifique et tranche radicalement avec le style du reste du comics. La séparation des deux époques est donc bien nette. Nette à un point que oui, on a vraiment l'impression que l'on a mis une autre bande dessinée à l'intérieur du comics. Mais l'articulation entre les différentes parties s'enchaîne plutôt bien quant à elle grâce à la narration. Enfin, sauf quand on nous fait des inserts sur Lois Lane et Superman qui, en termes de récit, ne font rien. Par exemple, si c'est bien Superman qui se ramène à la fin pour combattre le type super fort, il ne sait pas qui est ce type, et il n'est même pas sûr que la comtesse est vivante en fait. Un fait que nous, en tant que lecteurs, savons depuis les premières pages. Clairement, le titre n'est pas un titre sur Superman. Le personnage de la comtesse et sa relation avec Luthor est extrêmement intéressant. Et il est dommage que l'on ne revoie plus vraiment le personnage après cela, à part une ou deux mentions quand Luthor devient président des États-Unis. Oui, Luthor président. On a connu pire. En France, le titre a été édité par un éditeur aujourd'hui TF1, Semic Comics, en 2002. Ils ont raté un peu le coche de la fin de l'année. Néanmoins, pendant plusieurs années, le seul moyen d'obtenir des histoires en provenance de DC Comics en France n'a pu se faire que via l'éditeur Semic, après que Comics USA les réintroduit au début des années 90 via quelques titres. Ce qui fait que... eh bien, ce titre est plus connu chez nous en France qu'aux États-Unis, d'où il est pourtant originaire. Bah oui, pendant un long moment, la collection Semic Book et quelques périodiques irréguliers étaient la seule façon de connaître DC en France. Encore plus marquant, une partie des lecteurs de l'époque ont découvert l'univers d'ici via ces quelques volumes, bien loin du rythme actuel de sortie d'Urban par exemple. Ces ouvrages ont donc vibré d'une façon particulière dans notre pays, bien plus qu'au pays de l'oncle Sam où il s'agissait juste d'un one-shot sur Superman de plus. Le titre a clairement des défauts, il est clairement plombé par des décisions comme parler de l'an 2000 ou bien intégrer Superman dans une histoire où... eh bien on pourrait parfaitement se passer de lui. Mais le personnage de la comtesse Del Portanza mérite bien de surpasser ces quelques défauts, et si vous êtes lecteur VF, c'est sans doute la meilleure façon de découvrir le personnage qui vous est proposé pour le moment. Et la prochaine fois, nous verrons comment l'on peut mélanger Disney et des personnages comme Mickey Mouse dans une des meilleures histoires romantiques de l'histoire du cinéma, un chef-d'œuvre tragique en noir et blanc sous fond de nazisme. Joue là encore, Sam.